La semaine dernière, on a fait un récapitulatif un peu de plusieurs sujets et là, il va y avoir un sujet qu'on a traité il y a 2 semaines aujourd'hui. On va parler entre autres de l'éco, mais je vais vous expliquer un peu plus en profondeur dans quelques minutes, mais je veux saluer Benoît Lapierre, politologue. Benoît, bonjour. Bonjour Marie-Ève. C'est la semaine dernière que se tenait un sommet extraordinaire de l'Union africaine à Niamey, capitale du Niger, qui avait pour but de souligner la signature du Nigeria, qui est la principale économie du continent, aux accords visant la création de la zone de libre-échange continentale africaine, qui est la ZLECA. En comptant le Bénin, qui a signé le même jour, cela porte à 54 le nombre total de signataires. L'Érythrée, seul pays africain n'ayant pas encore signé, promet de le faire prochainement. Et cette signature clôturera un processus de négociation qui est entamé depuis 2012. Benoît, c'est quoi la différence entre le projet de la CEDEAO et sa monnaie, l'éco, que tu nous as parlé il y a 2 semaines environ? La différence entre la ZLECA et l'éco, c'est que le premier, c'est un accord de libre-échange, tandis que l'éco, c'est une monnaie commune dans le cadre d'une union économique. Quand on parle d'intégration économique, il y a 4 grandes étapes normalement que les pays passent afin d'avoir une intégration économique conséquente. Il y a d'abord les accords de libre-échange, ça c'est la base. C'est lorsqu'il y a 2 ou plusieurs pays qui décident de se mettre d'accord pour enlever les barrières douanières entre les pays. On harmonise les procédures, ou aussi, mettons, toute la paperasse, mais on ne change rien entre ces pays-là et les autres pays à travers le monde. C'est un processus qui est quand même assez commun, puis qui est connu, on le connaît. Ici, on a l'ALENA en Amérique du Nord, mais aussi en Amérique du Sud, il y a le Mercosur. Dans le coin des pays de l'ex-URSS aussi, ils ont une zone de libre-échange dans le genre. En Afrique, il y en avait 3-4 zones pour le Sud, le Nord, etc. Ensuite, quand les choses vont bien, on passe à l'union douanière. Ça, on garde les mêmes privilèges qu'on a négociés lors du libre-échange, sauf qu'on harmonise nos politiques extérieures avec les autres pays. Pour donner un exemple, il y a l'Union économique eurasiatique. Ça, c'est la Russie avec la Biélorussie puis l'Ukraine qui sont rendus à ce niveau-là dans leur intégration économique. Ensuite, quand les choses continuent à bien se passer, on passe au marché commun. Ça, c'est après la libre circulation des marchandises. On enlève toutes les obstacles pour la circulation des personnes. C'est une grosse étape parce que ça veut dire plus de passeport pour voyager entre les pays. Les gens peuvent travailler librement d'un pays à l'autre, donc il faut tout harmoniser les règles du travail. Et en plus, on commence tranquillement à harmoniser les normes sur certains produits, tant de pourcentage de ci dans le produit, etc. Et finalement, c'est l'union économique et monétaire qui est la forme la plus poussée d'intégration économique entre les pays. C'est là où la CEDEAO est rendue lors de leur intégration. On est tellement rendu imbriqué économiquement qu'on commence à avoir des politiques budgétaires communes. On s'entend sur le déficit ou les surplus à avoir entre les économies. Et on crée aussi des institutions supranationales au-dessus des pays pour commencer à régler les différends économiques entre les différents partenaires. Rendu à cette étape-là, c'est vraiment les 2 économies, les 2 pays forment qu'un au point de vue économique. Pour faire un résumé, l'éco qu'on a parlé il y a 2 semaines, c'est une grosse intégration économique dans une petite partie de l'Afrique, alors que la ZLECA qu'on va parler aujourd'hui, c'est une petite intégration économique, mais sur l'ensemble du continent africain. Ensuite, en Afrique, il y avait déjà des parties de l'Afrique qui étaient rendues à des niveaux intermédiaires. On peut penser à la CEMAC, qui est la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Et ensuite aussi, il y avait l'équivalent pour l'Afrique de l'Est et du Sud. Et comme tu dis, il y a déjà des ensembles régionaux. Qu'est-ce que la ZLECA apportera de plus? On a vu qu'au sein de la CEDEAO, les échanges n'étaient pas très élevés. Oui, le problème, c'est que la plupart de ces zones de libre-échange-là qui ont commencé à être construites étaient héritées d'un découpage de l'époque coloniale. Comme par exemple, quand on a parlé de l'éco il y a 2 semaines, on avait expliqué justement que les anciennes colonies françaises avaient décidé de garder quand même des accords entre eux. Et c'est un petit peu pareil comme ça avec les anciennes colonies britanniques, etc. Donc ces ensembles-là sont pas habitués de travailler ensemble. Ils ont des cultures différentes de travail. Ils ont aussi des objectifs un petit peu différents les uns des autres. Mais avec 54 des 55 pays africains qui ont signé l'accord, l'intégration de ces gros blocs-là vont pouvoir commencer. Sur papier, la ZLECA,
C'est un marché commun de 1,2 milliard d'habitants pour un PIB d'environ 2500 milliards en 2018. Juste pour donner une idée de comparaison, ça c'est un PIB qui est comparable à la France ou à l'Inde. Les partisans de l'accord font miroiter à terme 300 000 emplois directement liés à cet accord-là, plus un autre 2 millions d'emplois indirects découlant de l'augmentation des échanges qui devrait augmenter de 1 à 3 % du PIB selon les pays. La zone devrait aussi faire augmenter le commerce intra-africain qui est de 17 % cette année. Ce nombre devrait passer à 25 % en 2023 et l'objectif est d'atteindre 50 % du commerce extérieur des pays africains qui se passe en Afrique à l'horizon 2030. Pour y arriver, les signataires se sont engagés à réduire de 90 % leur taxe douanière. Ils ont promis de simplifier les règles administratives, de favoriser la libre circulation des personnes et de l'espace aérien. Et les plus optimistes vont même déjà parler d'une union monétaire entre toute l'Afrique. C'est quelque chose qui me semble peu probable dans un avenir prévisible. Tu connais quand même bien le sujet. Est-ce qu'il y a des choses qui te font douter de la viabilité de l'accord? Oui, effectivement, c'est que le défi avec une zone de libre-échange, c'est pas vraiment de la créer, c'est de la faire vivre. Sur papier, on peut dire oui, on va commencer à s'échanger des trucs sans droit de douane, sauf que le problème, c'est après ça, dans le réel, le concret, comment que les exportations vont évoluer. Le problème avec les économies africaines, c'est que souvent, ils sont peu diversifiés et sont pas vraiment complémentaires les unes des autres. Sont souvent concentrés dans un secteur d'activité, principalement dans les matières premières, ce qui rend les échanges assez difficiles. Juste pour vous donner un exemple, le Bénin et le Togo vont pas commencer à s'exporter mutuellement du coton, l'Angola et le Nigeria vont pas commencer à s'échanger du pétrole, le Congo puis la Centrafrique vont pas s'échanger de l'or et du diamant, chacun en produit. Et finalement, des fois, les accords commerciaux sont plus intéressants avec les autres pays. Je vais donner un exemple avec l'Algérie qui a plus intérêt à exporter son gaz en Europe via un pipeline qui existe déjà que créer un gazoduc à travers le Sahara pour aller alimenter la Côte d'Ivoire. Lorsque les échanges sont possibles, souvent il y a un problème d'infrastructure qui limite les possibilités d'échange. Exporter des marchandises en Afrique, ça coûte en moyenne 2 fois plus cher que dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Ça, c'est les pays, grosso modo, c'est l'Amérique du Nord et l'Europe. Juste pour donner un exemple. Les réseaux de transport sont insuffisants, il manque des ports, des aéroports, les routes sont mal entretenues, puis les chemins de fer aussi. Moi, j'avais vu un exemple où ce qui donnait qu'une marchandise qui est exportée du Cameroun vers le Tchad va coûter 6 fois plus cher et va prendre plus de temps à arriver que la même marchandise qui serait envoyée du Cameroun vers Shanghai, tandis que Shanghai est à 10 000 km plus loin. Le problème, c'est vraiment à cause des infrastructures. L'avion, on oublie en Afrique, sauf pour certaines villes, certaines régions qui sont mieux desservies. La même chose pour les trains. Donc, il y a peu d'échanges qui se fait. Donc, ça prend du temps avant de remplir le camion qui va aller dans cette région-là. Les routes sont mal entretenues. Le parc automobile est en mauvais état. On doit apporter l'essence pour le voyage parce qu'il n'y a pas vraiment la chaîne logistique pour toute la route. Donc, toutes ces choses-là, ça fait que, pour l'heure, il y a seulement 17 % des échanges qui sont intra-africains, tandis qu'en Asie, c'est 50 % des pays, 50 % des échanges qui se font entre les pays de la zone. Et quand on parle de l'Europe, qui est rendue beaucoup plus loin dans son intégration économique, c'est 70 % des échanges européens qui se fait à l'intérieur de l'Europe. Une autre chose, c'est que l'Afrique est pas vraiment présente dans les échanges internationaux. Ça pèse bon an mal an entre 2 et 4 % du commerce international selon les années. Et ces dernières années, ils sont en baisse. Et aussi, une dernière chose qu'il faut noter, c'est qu'il y a beaucoup de pays africains qui ont plus d'échanges, qui ont plus d'intérêt économique avec d'autres grands ensembles, comme la Chine, les États-Unis ou l'Europe. Juste pour redonner un exemple, il y a 15 pays africains qui ont au moins 40 % de leur commerce extérieur qui se fait avec la Chine. Ça, c'est sans compter les problèmes, on va dire peut-être pas normaux, mais les problèmes qu'on connaît un petit peu mieux, de corruption, de patronage, les conflits ethniques ou armés dans le continent, ou aussi le terrorisme, qui grippe aussi l'économie africaine. Je veux aussi parler du sujet de la semaine prochaine. Tu comptes nous parler de la France et son projet de loi qui compte taxer les GAFA, soit les géants d'Internet qui sont Google, Apple, Facebook et Amazon?
Oui, effectivement, la semaine prochaine, on va parler du projet de loi que la France a, maintenant, ça a été voté, un projet de loi qui vise justement à taxer les géants du web qui font souvent peut-être pas de l'évasion fiscale, mais de l'optimisation fiscale. Et maintenant, la France a signé une loi comme quoi que peu importe les profits qu'on va faire en Europe, vous allez être taxé de 3% en France. Donald Trump a pas aimé ça. Il a tweeté que c'était une attaque aux intérêts américains. Donc, on va faire le point là-dessus. Ça va me permettre justement de parler des multinationales et de l'optimisation fiscale qu'ils font entre les pays. Donc, c'est un rendez-vous jeudi prochain. Benoît, merci beaucoup. Merci à toi.